m'appelle Gaëlle Fauveau, je travaille au groupe Pharmacologique et herpétologique du Limousin, comme vous l'avez fait à la bourse. C'est une association 1901 qui a été créée en 1995 et qui a pour but d'étudier, de protéger et de faire connaître les mammifères, les reptiles et les amphibiens du Limousin. L'herpétologie, c'est l'étude des reptiles et des amphibiens. Voilà, donc moi, de profession, je suis herpétologue ou herpétologie, ça dépend si on parle français ou l'anglais. Et ma spécialité, c'est les amphibiens. Alors, les puristes diraient que je suis batracologue. Je ne suis pas puriste, herpétologue, ça me va bien. Puis en plus, je regarde aussi les reptiles de temps en temps, donc tout va bien. Donc ce soir, je vais vous parler d'un crapaud qui est un petit peu emblématique du Limousin, qu'on appelle le sonore à ventre jaune. Et j'ai intitulé mon PowerPoint Le Prince des Flaques, déjà parce que c'est un petit peu joli quand même. Et puis aussi, vous verrez pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça au fur et à mesure du développement du PowerPoint. Donc tout d'abord, je vais vous présenter l'espèce. Donc on le voit là, sur le côté gauche de l'image. C'est un gros plan sur sa tête. Alors d'après TaxRef, que vous pouvez regarder via le lien de l'INPN, c'est donc un amphibien, c'est même un lysamphibien, et son nom d'espèce latin, c'est Bombina variegata. Alors il y a plusieurs espèces de bombinatoïdés dans le monde. Nous en France, on en a naturellement une seule, Bombina variegata, donc le sonneur à ventre jaune. Il faut savoir qu'il y a une autre espèce qui a été introduite en France, qui est une espèce qui est plutôt présente derrière l'ancien rideau de fer, donc plutôt Europe de l'Est, qui est Bombina, donc le sonneur à ventre de feu, et il y a des hybridations qui se font entre Bombina variegata et Bombina. La petite population qui existe en France, elle est à la limite entre l'Alsace et les Vosges, et a priori elle ne s'étend pas. Voilà. Donc normalement, naturellement, nous n'avons que le sonneur à ventre jaune en France. Voilà le sonneur. Est-ce que parmi vous, des gens n'ont jamais vu de sonneur? Levez la main. En milieu naturel? Ouais, d'accord, très bien. Donc il y a quand même pas mal de gens qui ont vu des sonneurs. Donc c'est une espèce qui est, alors, à la fois pas très grande, mais qui est quand même assez facile à voir, parce qu'il n'est pas très farouche. Alors, c'est un petit crapaud, donc on définit la différence entre les crapauds et les grenouilles, mais alors c'est vraiment dans le langage vernaculaire. Les crapauds auraient plutôt une peau verruqueuse et les grenouilles plutôt une peau lisse. Donc c'est une distinction qui n'a pas vraiment de réelle existence d'un point de vue phylogénique. Mais en tout cas, c'est un petit crapaud, il fait environ 3,5 à 5 cm de long. Alors SVL, c'est en anglais, c'est Snout to Vent Length. C'est la mesure pour les amphibiens à l'eau, donc qui n'ont pas de queue à l'état adulte. On mesure la longueur du corps, donc du bout du nez jusqu'à l'entrejambe, jusqu'au cloaque. Donc il n'est pas très grand. Son dos est couleur de boue et il est parsemé de petites pustules qui ont la particularité d'avoir des petits picots noirs qu'on appelle des spinules. Il peut arriver même que des fois ces petites pustules fassent des petits croissants, une forme de petits croissants surtout à l'arrière des yeux, un peu à la manière des grosses glandes parotoïdes, des grosses glandes à venin qu'on peut voir derrière les yeux des crapauds communs, par exemple, les gros crapauds. Son ventre, et c'est pour ça qu'on l'appelle le sonneur à ventre jaune, son ventre est jaune, marbré de bleu, nuit, de gris, de noir. Et le jaune peut être vraiment clair ou un petit peu plus foncé. Ses pupilles sont en forme de cœur ou de triangle. Et il a une palmure complète au pattes arrière. Voilà. C'est ses caractéristiques. Son cousin, pour ceux qui le connaissent, son cousin le plus proche, c'est le crapaud accoucheur à l'hydrotétricance. Voilà. Je vais vous le faire écouter si ça marche. Ça marche pas. Donc il a un chant qui est qualifié d'assez plaintif
on l'entend à faible distance. Il ne faut vraiment pas être trop loin pour pouvoir l'entendre. 50 mètres. Ils chantent le jour et ils chantent la nuit, on verra. Et donc ils chantent, c'est les mâles qui chantent et ils chantent pour attirer les femelles. Ils n'ont pas de sacs vocaux comme ont les grenouilles vertes ou les rainettes. En fait, ils vont gonfler leur gorge. Et si on regarde sur certaines photographies, c'est assez intéressant parce que ça leur sert aussi dans la reproduction, le chant va générer, ou les mouvements de la gorge vont générer des ondes, et ces ondes peuvent être captées par la femelle qui peut après savoir où est-ce que se situent les mâles. Voilà. Donc à la fois il y a phonotaxie, donc attraction de la femelle ou d'un autre individu par le chant, et il y a aussi attraction par les petites ondes qui sont émises à la surface de l'eau. Voilà. Le cycle de vie du sonneur, c'est un cycle de vie d'amphibien presque classique. Il est assez tardif. Donc lui, il va arriver plutôt vers le mois d'avril, quand tout se passe comme prévu, avril, pour se reproduire. Donc il y a une migration qu'on appelle une migration nuptiale. Donc c'est une migration qui vise à ce que les mâles et les femelles se retrouvent dans leur cycle de reproduction. Le plus tôt que j'ai pu constater un sonneur dans une flaque, dans une mare, d'ailleurs c'était dans un abreuvoir, c'était il y a 2 ans, et c'était le 17 mars. On avait eu un hiver qui avait été extrêmement chaud, un peu humide, et ils étaient sortis le 17 mars. D'habitude, je les vois plutôt deuxième quinzaine d'avril. Donc c'est une modification dans la phénologie, c'est intéressant, dans le contexte actuel de changement climatique, qui peut avoir des effets plus ou moins importants sur la population. Mais généralement, ils arrivent la bonne date, quand les gens me demandent quand est-ce qu'ils peuvent aller voir du sonneur, je leur dis allez, sortez le 1er mai. Le 1er mai, on ne va pas chercher du muguet, on va chercher du sonneur. Et il a plu un petit peu généralement avant. Et donc, ils vont se retrouver dans des points d'eau. Cette période de reproduction, et ça c'est assez intéressant chez le sonneur, elle peut durer jusqu'à la fin du mois d'août. Et le sonneur, donc, il va se reproduire pendant potentiellement toute la saison, donc de avril, fin avril jusqu'à fin août. Il va pouvoir faire des petits tas d'œufs dans les points d'eau où il va se reproduire. Et ces têtards, quand ils sont pondus très tard, peuvent même passer l'hiver en forme de tétard. Ce qu'on voit assez souvent chez le crapaud accoucheur, ça peut arriver aussi chez le sonneur. C'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver. Donc normalement, un ponte qui est pondu à un mois de mai va se développer en à peu près des fois, c'est quelques jours pour que le tétard sorte de la ponte, suivant la température de l'eau. Alors souvent, les gens aiment bien, je leur donne des chiffres. Moi, je suis très mauvaise en chiffres. Alors, je les ai écrits, je ne m'en rappelle jamais. Voilà. Et la métamorphose peut durer 40 à 67 jours. Tout dépend en fait de la température de l'eau. Et on verra après quelle est la caractéristique des sites à sonneur, des sites de reproduction du sonneur. Donc on passe de tétard à un petit crapelet, et le crapelet sort à la fin, et il est métamorphosé, il n'a plus de queue, il a des poumons à la place des branchies, et il va vivre sa vie de crapaud terrestre. Le sonneur passe quand même pas mal de temps finalement dans l'eau pendant sa période sur l'année, par rapport à d'autres crapauds. Par exemple, le crapaud commun, lui, il va passer une semaine maximum dans l'eau. Le sonneur, il peut y passer quand même régulièrement pendant plusieurs mois. Alors il est à terre, puis après il est de nouveau dans l'eau, mais il peut quand même faire des va-et-vient comme ça entre ces milieux terrestres et ces milieux aquatiques pendant plusieurs mois. Voilà. Il fait plusieurs centaines d'œufs dans sa période de reproduction, mais il va faire des œufs, et je vous montrerai des images, qui ressemblent à des petites grappes de groseilles transparentes. Vraiment, ça ressemble à une petite grappe de groseilles. Et généralement, c'est des petits amas. Alors, une petite douzaine, jusqu'à 70 œufs par ponte. Voilà. 70 œufs par ponte, ça fait déjà beaucoup. J'ai rarement vu des grosses pontes comme ça. Généralement, c'est plutôt 15-20 œufs rassemblés en une petite grappe. Voilà. Alors, comme il arrive plutôt tardivement, il n'a pas tellement le choix. Il ne peut pas être très très nocturne, sinon sa période d'activité chez nous, sous nos latitudes, elle est quand même assez courte. Donc, il est diurne et nocturne. D'autres amphibiens sont essentiellement, ou presque essentiellement nocturnes, comme les rainettes par exemple. Pendant leur période de reproduction, elles sont beaucoup plus nocturnes que diurnes. Et bien le sonneur, lui, vous pourrez l'entendre chanter le jour et la nuit. Voilà.
Donc il doit se nourrir aussi le jour et la nuit, il est vraiment actif de jour comme de nuit. On peut voir sur l'image du dessus, je vais essayer des petits trucs. Oui. Que l'amplexus, donc l'amplexus chez les amphibiens, c'est l'action du mâle d'attraper la femelle pour la féconder, donc fécondation externe chez les amphibiens. À nous, il la saisit au niveau des lombaires. La plupart des amphibiens se saisissent au niveau axillaire, donc sous les aisselles. Chez cette espèce, l'amplexus est lombaire. Voilà. Le crapaud sonneur devient mature sexuellement aux alentours de 2 ans. Et ça, c'est important. On va voir pourquoi après. Quand il est très stressé, quand il a peur de se faire manger, il adopte une position qu'on appelle une position de l'orose. Alors, on connaît ça aussi chez le chat. Quand on lui touche l'arrière du dos, il va se cambrer très fortement. Et bien, chez le sonneur à ventre jaune, c'est pareil. Donc, cette position, alors, il peut être soit comme ça, soit des fois carrément se retourner pour montrer son ventre. Ça lui permet de montrer ces couleurs qui sont très brillantes. Vous savez, le jaune dont on a parlé juste avant, ce qu'on appelle des couleurs aposématiques. C'est les couleurs qui sont censées informer le potentiel prédateur que, attention, je suis très toxique. Et effectivement, le crapaud sonneur, c'est un amphibien qui est assez toxique. Alors, on ne risque rien si on en attrape. Moi, j'en ai attrapé des tas et des tas. Après, il ne faut pas se mettre les doigts dans les yeux, comme tous les amphibiens, mais en même temps, je dirais comme tout le monde. Mais par contre, il est très peu prédaté, parce qu'il est vraiment pas bon à manger. Ses têtards sont prédatés. Quelques bestioles vont le prédater lui, quelques oiseaux, mais sinon, il y a très peu d'animaux qui vont le manger. C'est un animal qui peut vivre finalement assez longtemps. Alors, dans la littérature, j'avais vu une fois, mais j'ai une mauvaise mémoire, donc je ne me rappelle plus où, qui pouvait vivre jusqu'à 35 ans. Alors, j'ai recherché pour cette occasion la publication, j'avais vu ça, j'ai pas réussi à la retrouver. Le plus vieux sonneur que j'ai réussi à trouver dans la littérature, là, pendant mes recherches de ces derniers jours, c'est 29 ans. C'est déjà pas mal pour un crapaud, sachant que le crapaud commun vit entre 15 et 20 ans, estimé dans la nature. Et 29 ans, c'était pas une bestiole en boîte, hein. C'était un sonneur qui avait été suivi pendant des années sur le terrain. Donc c'est pas mal. Déjà, il a de la chance, lui, je sais pas, ça te fait écraser. Voilà. Il y a plusieurs publications qui montrent que la taille et la squelettochronologie ne sont pas de très bons critères pour définir l'âge d'un sonneur. Alors les sonneurs, c'est des amphibiens. Les amphibiens, comme les poissons, ça grandit tout au long de la vie. Donc on pourrait dire que plus une bestiole est grosse et plus elle est vieille, mais en fait, c'est pas toujours le cas, a priori. Donc, petite information, si on veut travailler sur le sonneur, la taille n'est pas toujours un bon indicateur de son âge. Après, un gros sonneur, ça, généralement quand même plus vieux qu'un tout petit sonneur. Et les femelles sont légèrement plus grosses que les mâles, mais c'est pas flagrant comme chez le crapaud commun, par exemple. Alors ça, on ne le voit pas sur les images, mais les mâles ont des callosités nuptiales, donc sur les avant-bras et sur les 3 doigts, les 3 premiers doigts, ils en ont 4 devant. Les 3 premiers doigts, c'est des petites bosses qui sont un peu dures quand on les touche, un peu rêches, qui lui permettent de bien s'agripper. Et il en a aussi au doigt arrière. Voilà. Et si vous voyez un sonneur avec ça, vous êtes sûr que c'est un mâle. Les femelles n'en ont pas. J'ai fouillé dans notre base de données et j'ai regardé un petit peu la phénologie du sonneur en limousin. Donc là, on constate ce que je vous ai dit avant, c'est que la majorité des observations se fait entre le mois de mai et le mois de juillet. Alors on le voit déjà un petit peu en avril, et puis jusqu'au mois de septembre. Mais cette période de mai à juillet, c'est vraiment la période de reproduction la plus intense pour le sonneur. Donc vous voyez, c'est quand même assez long, 3 mois, voire 3 mois et demi. Alors, un peu, j'ai trouvé des trucs un peu compliqués, j'étais fière. C'est une espèce qui est un petit peu particulière, elle fonctionne en métapopulation. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait de biologie, qui n'ont pas fait de biologie depuis longtemps, une métapopulation, c'est en fait un ensemble de petites populations qui peuvent communiquer entre elles via des individus errants, des individus qui vont coloniser une population d'autres. Ce qui fait que si on regarde au sein de cette métapopulation certains sites, certaines populations, certaines peuvent s'éteindre,
mais elles peuvent réapparaître si jamais il y a des individus qui reviennent coloniser certains sites de reproduction, par exemple. Voilà. Alors, il y a plein d'études qui ont été faites en France sur la dynamique de population du sonneur, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui a fait sa thèse dessus, qui s'appelle Hugo Caillula. Il a fait ça récemment. Et donc, il a beaucoup travaillé lui, en Isère. Il va travailler, ça c'est un scoop, sur les populations de Nouvelle-Aquitaine, bientôt, prochainement, et notamment dans le Puy-de-Dôme. Et dans certaines de ses publications, il a constaté que les individus qui vivent dans des milieux qui sont très stochastiques, enfin qui ont une forte variabilité de leur état, développent principalement une stratégie K. Alors, je m'explique. Les sonneurs à ventre jaune, ils vivent dans des milieux, c'est une espèce pionnière, ils vivent dans des milieux qui sont extrêmement variables. Un coup il pleut, il peut aller se reproduire dans son ornière, il vit dans des ornières, enfin il se reproduit dans des ornières. Un coup il pleut pas, l'ornière s'assèche, il faut qu'il se mette en attente ou qu'il s'en aille. Donc il ne peut pas prévoir le sonneur à ventre jaune si son ornière va être en eau assez longtemps pour que ses œufs puissent se développer jusqu'au stade de craquelé. Du coup, ils vivent dans des milieux qui sont vraiment, c'est très chaotique, les milieux du sonneur. C'est pas comme un crapaud commun qui va se reproduire dans un étang de 2 mètres de profondeur où il est quasiment sûr que sa ponte va être dans l'eau tout le temps. Le sonneur, il est adapté à des milieux qui ont une forte variabilité. Et Hugo a montré que les individus qui vivent dans les milieux les plus variables, là où il y a plus de battements de map, si on veut, tendent à avoir un meilleur taux de survie. Il y a aussi un meilleur recrutement dans la population, donc ça veut dire qu'il y a plus de jeunes qui survivent, ou plus d'individus qui arrivent. Et il y a aussi plus de probabilité que les femelles zappent ou sautent une année de reproduction. Ça arrive dans d'autres espèces d'amphibiens, par exemple les crapauds communs, ils ne se reproduisent pas chaque année, les femelles. Les mâles, généralement, ils peuvent. Les femelles, elles ont besoin de beaucoup stocker d'énergie pour pouvoir produire leurs ovules, donc elles ne se reproduisent pas chaque année. Chez le crapaud sonneur, c'est pareil. Il peut arriver dans les milieux qui sont très variables que ces femelles puissent se mettre en attente, et elles peuvent même se mettre en attente pendant 5 ans. Si jamais le milieu s'assèche complètement, au bout d'un moment, a priori, les amphibiens, les crapauds finissent par migrer ailleurs, mais ils peuvent attendre jusqu'à 5 ans près de leur ornière sèche. Voilà. Donc la stratégie K, alors il y a 2 stratégies en gros, la stratégie R et la stratégie K. R, on fait beaucoup de petits, on s'en occupe pas, mais on espère, on croise le doigt que sur le nombre, il y en a 2 qui arrivent à survivre. La stratégie K, on en fait moins. On s'en en prend beaucoup plus soin, ils sont généralement plus gros aussi, si je me rappelle bien, à la naissance. Voilà. Et donc, plus on vit, ces crapauds-là vivent dans des milieux qui sont variables, et plus ils vont avoir tendance à faire des pontes moins grosses, mais avec des têtards qui vont mieux survivre. Et si on y réfléchit bien, c'est logique, parce qu'en fait, ils séparent ses œufs, ils ne pondent pas tous ses œufs dans le même panier, ils ne font pas tous ses œufs dans la même ornière. Donc ils vont choisir aussi des ornières qui sont probablement les plus intéressantes et les moins variables dans leur pool d'ornières variables. C'est pour ça que ceux qui vivent dans des milieux à forte variabilité sont plus costauds, ils survivent mieux que ceux qui vivent dans des milieux qui sont moins variables, parce qu'à la première variation, ceux-là, ils ont des problèmes. Voilà. Donc ça, c'était intéressant. Et cette publication-là, elle a ouvert sur plein de choses qui sont très intéressantes par la suite, notamment pour nous, quand on veut guider les gestionnaires de milieux. C'est quand même des animaux, bien qu'ils soient tout petits, qui sont capables de faire jusqu'à 200 mètres environ autour de leur site de reproduction au sein d'une même saison de reproduction. Donc, comme je vous ai expliqué, ils ont plusieurs petites marques où ils peuvent aller se reproduire. Des fois, ces petites marques, ces petits points d'eau, qui sont distants de plusieurs dizaines ou de plusieurs centaines de mètres. Et donc, ils peuvent aller coloniser, aller pondre dans une flaque, puis dans une flaque à 60 mètres, puis dans une flaque à 70 mètres, puis dans une flaque à 160 mètres. Et donc, même si la plupart des mouvements se font a priori, alors il y a des publics qui disent que la plupart des mouvements, plus de la moitié, concernent plutôt des déplacements qui sont inférieurs à 50 mètres, ils sont quand même capables
de parcourir plus de 160 mètres pour les mâles et 172 mètres en moyenne pour les femelles pour se reproduire au sein d'une même année de reproduction, au sein d'une année. Et les individus les plus grands font les plus grandes distances, ce qui est un peu logique finalement quand on y réfléchit. Ils sont un peu plus costauds, ils peuvent mieux se déplacer. Voilà. Alors, le régime alimentaire a été vachement étudié par les Romains. Alors, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait une fixation sur le régime alimentaire, mais alors on trouve un tas de publications sur le régime alimentaire. Alors, c'est assez horrible, parce qu'en fait, ils attrapent des sonneurs et ils les ouvrent et on regarde les contenus stomacaux. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas terrible, mais bon. Ça renseigne quand même sur ce qu'ils mangent. Et le sonneur, je vous ai expliqué, il est quand même pas mal dans l'eau, mais il semblerait, et ça, toutes les publications, la plupart de ces publications tendent à montrer que le sonneur consomme principalement des proies d'origine terrestre. On a des petits colamboles, ça n'est pas dans l'eau, les colamboles. Ça mange des gastéropodes, des mouliques, voilà, je vous laisse regarder la liste. Les femelles semblent avoir un régime alimentaire qui est plus varié que les mâles. Alors, ils n'ont pas expliqué pourquoi dans la publication, mais j'aurais bien voulu savoir quelles étaient leurs hypothèses. Et les adultes ont un régime alimentaire plus diversifié que les juvéniles. Alors, ça s'explique. Parce que, en fait, il faut que la proie rentre dans la bouche. Plus on est grand et plus on a potentiellement de choses qui peuvent rentrer dans la bouche. Les adultes, en fait, peuvent manger des choses plus diverses, du fait de la taille de leur bouche. Les femelles et les juvéniles vont avoir deux méthodes pour chasser, donc la recherche active, et aussi la chasse cyclénoïde, c'est à l'affût. Voilà. Alors que les mâles, a priori, sont plutôt dans la recherche de proie de manière active. Ah oui, pour les amphibiens, je ne sais pas si vous savez comment ça chasse. Si jamais ça ne bouge pas, l'amphibien ne comprend pas que ça se mange. Donc il faut que ça bouge au moins 2 fois. Ça bouge une première fois, ça attire son attention, ça bouge une deuxième fois, et là il se dit c'est bon, ça je vais le manger, et après il mange. Si jamais ça ne bouge pas, un amphibien ne mange pas la proie. C'est important dans les cas de, par exemple, la grenouille rousse, où on a essayé de faire des élevages en leur donnant des granulés, sauf que les granulés, comme on les fait bouger, et en fait ils les mettaient sur des membranes qui vibraient. Voilà. Donc tout ça, ça a été compliqué. Ils ont quand même réussi à trouver une souche de grenouille a priori qui se nourrissait de choses plus ou moins inertes. Mais du coup, ça explique aussi que les élevages de grenouilles, c'est pas hyper facile à faire. Alors le sonneur, on peut l'étudier, je vais dire, relativement facilement. Je vous ai expliqué que c'était une espèce qui n'était pas très farouche. Donc quand on passe dans un chemin où il y a des ornières forestières, alors son premier réflexe, ça va être de plonger généralement, ou de rester sur le bord. Alors on ne voit pas toujours, comme il est couleur de bout sur bout, il est ton sur ton marron, on ne voit pas toujours si on n'a pas l'œil un petit peu exercé, ou si on n'est pas trop fatigué, on le voit pas. Mais généralement ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer de se mettre un peu vers le fond de l'ornière, le fond de la mare, pour se dissimuler. Et très vite, il va remonter, il va se mettre à la surface. Je ne sais pas si je fais une photo, si j'ai mis une photo de ça, mais sa position typique, c'est qu'il est avec les jambes écartées comme ça, et il flotte à la surface de l'eau, et il regarde ce qui se passe. Et il y a certains sonneurs, même, où des fois, vous tendez la main, et vous le touchez, et il ne bouge pas. Donc c'est des animaux qui sont finalement assez faciles à observer. On parle pas du putois, qui arrive aussi de la voir, c'est juste horrible. Le sonneur à l'entrejambe, c'est super pour faire des idées, pour faire des photos et pour faire des études, c'est super. Donc la prospection peut se faire à vue, parce qu'on les voit quand même assez bien. Ou au champ, il ne faut pas être trop loin. Alors on se balade, et puis des fois on entend le hop, sac, et hop, et on se dirige vers le son. On a aussi fait en nous faisant des études génétiques, alors on leur coupe plus des doigts, moi je suis contre ça, donc on leur fait des prélèvements avec des cotons-tiges. Alors j'avais frotté la peau, on m'avait dit du dos, on m'avait dit ouais c'est bon, on l'avait fait avec Jacques Yolande, et après on m'a dit ah non en fait c'est pas bon, ça n'a pas marché, c'est dommage. Donc en fait il faut, les choses se calment progressivement aussi dans les études génétiques, il faut leur faire un frottis dans la bouche. Donc ça, on l'a pas encore fait. J'attendais la venue d'un spécialiste parce que mettre un coton-tige dans la bouche d'un crapaud de 5 cm, je veux voir comment on fait sans lui faire de mal. On n'est pas là pour l'épicière et
des crapauds à coton-tige. Et ce qui est très pratique avec le sonneur, c'est qu'on peut faire des super études de capture, marquage en capture, sans avoir besoin de les martyriser plus que le fait de les tenir par la tête. Parce que chaque sonneur a un pattern ventral, un dessin ventral qui est unique. Alors bon, le problème c'est quand ils sont très jeunes, le dessin peut encore un petit peu varier, mais une fois qu'ils sont à peu près adultes, ce dessin-là ne va plus tellement varier. Des fois il y a des points qui peuvent un petit peu changer, mais en général, le dessin que vous voyez sur l'image, il va le garder de toute sa vie. Et ce qui est pratique, c'est qu'il y a plein de gens dans le monde entier qui font des études de capture, marquage en capture sur des patterns comme ça, soit ventraux, soit des dessins sur des lèvres, des choses comme ça, et qui en ont marre de regarder des milliers de photos pour savoir si c'est le même individu d'année en année, et des fois il y a 10 ans de photographie. Alors ils ont inventé des logiciels qui vont présélectionner une série d'individus en disant « Ah, celui-là, il peut matcher avec celui-là, 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 celui-là ». Et ça, c'est le miracle. C'est le miracle de la technologie. Du coup, c'est génial, et puis ça commence à vraiment bien marcher. Mais il faut faire des photos un petit peu bien quand même du ventre pour qu'on voit bien les tâches. Donc à partir de ça, on peut faire des études. On fait du capture de voix, on fait de la capture, marquage en capture. Ça nous permet en fait d'avoir beaucoup d'informations sur la dynamique de population, taux de survie, migration d'un site à un autre, des choses comme ça. Et on n'a pas besoin de les étiqueter, on n'a pas besoin de leur implanter une puce, c'est quand même vachement bien. Et puis, emploi, il y a une étude qui a été faite il y a maintenant 3 ou 4 ans par Solène Muller, qui est une collègue qui travaille dans un CPE du Velay, qui est assez intéressante. Elle a équipé les sonneurs de petits sacs à dos pour faire de la radiotélémétrie. Et alors, c'était un truc avec des ondes que je n'ai pas tout compris, parce que je ne connaissais pas cette technique, mais ça fait des trucs harmoniques. A priori, on plante des petits bâtons, j'ai bien compris, et il y a des choses qui se passent. Bref, voilà. En gros, on a rajouté des petits trucs, et quand il passait à côté d'un récepteur, ça faisait vibrer le récepteur, ça enregistrait une information de passage. Le problème de la radiotélémétrie sur des petits animaux qui sont mous comme ça, c'est que ça les cisaille quand on leur met des sacs à dos. Et donc, elle a eu un très fort taux de mortalité. Donc, elle ne le recommande pas. Mais si un jour on trouve une solution, ça pourrait être extrêmement intéressant de faire de la radiotélémétrie ou du suivi des individus entre leur site de reproduction et leur site d'hivernage, par exemple. Puisque donc ils passent une partie de leur temps dans l'eau, mais le reste du temps ils sont à terre. Et on ne sait pas toujours où est-ce qu'ils vont. Et est-ce qu'ils préfèrent, par exemple, des zones de forêt qui sont plutôt matures? Est-ce qu'ils préfèrent les zones de forêt? Où est-ce qu'ils vont se mettre? On sait qu'ils vont se mettre dans des petits endroits où ils peuvent être hors gel pour l'hiver, par exemple des terriers de mureaux, sous des tas de bois. Moi, j'en avais dans mon escalier et dans ma cabane, quand j'habitais dans la maison. Et du coup, je sais qu'ils venaient là pour passer l'hiver, parce qu'en sortie d'hiver, au printemps, je les voyais sortir. Mais ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de savoir en milieu naturel où est-ce qu'ils vont se mettre. Voilà. Alors là, il y a une image de Christian qui fait des suivis sur le sonneur depuis des années dans la forêt des forts. Donc, ça marche pas, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Donc là, vous pouvez voir, c'est des années qui se succèdent avec les captures. Les animaux, alors ça, c'est un animal qui a été rattrapé 4 fois. Voilà. À quoi ça peut ressembler plusieurs sessions de capture, marquage en capture, avec illustrées par des photos ventrales. En Limousin, où est-ce qu'il se situe, où est-ce qu'on le trouve? Je pense que c'est pour ça que vous êtes tous venus ce soir, parce qu'après vous allez tous prendre des appareils photo et vous attendrez avec impatience les voix de mer. Alors d'abord dans le monde, vous voyez c'est une espèce qui est plutôt d'Europe centrale, un peu Europe du Sud, avec ça va à l'ouest, ça va jusqu'en Aquitaine, mais en Aquitaine, on verra tout à l'heure, c'est plus haut. Donc c'est une espèce qu'on va trouver soit dans les pays quand même assez frais et en altitude comme le sud de l'Allemagne, certaines zones en Alsace, le Massif central, il fait un peu frais aussi, les Carpates, tout ça, la Roumanie, et puis dans les zones où il fait quand même assez chaud, comme la Grèce. Donc il a une amplitude quand même qui est assez importante. C'est une espèce qui est fortement en déclin d'après l'UICN, suivant qu'on parle en français ou en anglais, avec des extinctions locales
qui sont assez marquantes, notamment en Belgique, mais qui n'existent plus, c'est fini. Voilà. Ou alors c'est très faible de populations qui ont dû survivre, mais je crois qu'en Belgique, il y en avait en Wallonie, mais je crois que ça dispense. S'il y a encore, ils se portent vraiment pas bien. Voilà. Donc l'UICN, depuis 2008, reste sur ses positions. C'est une espèce dans les populations, même si globalement, enfin, dans certains points, ils se portent bien, c'est quand même en déclin. Voilà. On trouve en Europe à 2100 mètres d'altitude. Voilà. Même si ces populations sont en déclin, du fait que dans certaines zones, ils se portent quand même plutôt bien, ils l'ont quand même placé liste comme ça, donc faiblement concernés par la disparition. Je ne me rappelle jamais ce que c'est en français. Voilà. En France, alors on a constaté des extinctions locales, alors notamment il y a des gens ici qui viennent du Loir-et-Cher, il n'y a plus qu'une seule population qui est entretenue avec de massage cardiaque et d'acide d'eau en plastique, que je suis allée voir cette année. Et alors il y avait plein de sonneurs, mais il n'y en a que là. Dans une seule station en Loir-et-Cher, à Crevé, avant il y en avait un peu partout, surtout dans le Perche, là où c'est encore un petit peu boisé. Il y a eu une extinction aussi dans le nord de la France, dans le sud de la France, et puis en Aquitaine, donc je parle de l'ex-Aquitaine, pas de Nouvelle-Aquitaine, c'est pareil, c'est une espèce qui est présente mais de manière très ponctuelle dans des stations qui sont très relictuelles. Alors dans le massif central, dans les Alpes, on va trouver jusqu'à 1370 mètres d'altitude. Mais nous, en France, du fait de sa forte régression et puis des disparitions de population, on l'a classée vulnérable dans notre liste rouge, qui date de 2015. Et en Limousin, le territoire limousin, parce que là, je ne sais plus. Alors, c'est une espèce qui est relativement commune, en dessous de 500 mètres. Chez nous, bizarrement, il ne monte pas au-dessus de 500 mètres. Si vous entendez des trucs qui sifflent bizarrement au-dessus de 500 mètres, il est plus que probable que ce soit son cousin, le crapaud accoucheur, qui siffle carrément. Ça, c'est pas le sonneur. Le sonneur qui est... Mais il est assez souvent confondu. Voilà. Alors, on va le trouver de manière assez fréquente et commune dans les endroits qu'il aime. C'est l'endroit de prédilection. Mais alors, il y a des zones où il est absent et qui sont quand même... C'est assez étonnant parce que il y aurait tout pour lui. C'est le nord de la Haute-Vienne, donc tout le secteur de Thia, par là-bas, tout ce secteur. Ça marche, oui. Ça, là, voilà. Et puis, il y a un petit peu de la présence discontinue dans le nord de la Creuse aussi, qui est un petit peu étrange. Voilà. Dès qu'on arrive sur le calcaire, il est encore présent, mais le fait est que les flaques sont quand même beaucoup plus temporaires. Donc, il est moins abondant. Voilà. Donc nous, l'altitude certaine, on en a vu, le plus haut, c'est 516 mètres. Voilà. Alors on n'a pas fait de liste rouge encore, jamais. On n'a jamais fait ça, la liste rouge en Limousin. On va probablement en faire une d'ici 2020, TKF, 20, allez, 23. Mais ce sera sans doute une nouvelle liste rouge Nouvelle-Aquitaine. Donc, on n'a pas fait d'études très approfondies sur la dynamique de population, donc je ne pourrais pas vous dire vraiment ce qu'il en est en Limousin. Mais il est fort probable que c'est pareil, que la population ne se porte pas très bien. Et ça, on le constate sur le terrain. Quand on va chercher les anciennes stations, comme on avait fait avec Jacques Guélan, une année dans le Vénère Périgord Limousin, on est allé chercher des vieilles stations, même il y avait des mentions de 1950, et on avait croisé un petit monsieur qui nous avait dit « Ah oui, le Simon, ah oui. Ah bah avant, il y en avait partout dans les flaques, mais depuis qu'ils ont bétonné la route, il n'y en a plus. Et puis en plus, toutes les pêcheries ont disparu. » Bon, voilà. Donc, disparition des mares, et bon, disparition des sonneurs. Alors, quelles sont la taille des populations? Généralement, les populations, elles ne sont pas hyper grandes. En moyenne, les individus qui sont observés dans un point d'eau, c'est 3,72. Je vais regarder dans nos données. Alors les gens ne notent pas toujours combien il y a de sonneurs, des fois ils mettent juste qu'il y a du sonneur, mais on ne sait pas. Donc là, si je l'ai fait sur les données où on avait les chiffres. Alors on a entre 1 et 110 individus, 110 étant des larves, donc des têtards. Quand même, il y a un observateur qui a observé plus de 100 adultes dans un point d'eau, et ça c'est quand même
extrême. C'est une population... Enfin, moi, quand j'en vois 30 dans une mare, déjà, je trouve que c'est... Wow, c'est bizarre. Je me rappelle plus où c'était parce que j'ai pas mémoire. Mais du coup, je l'ai là, je peux vous le dire. Voilà, donc... c'est pas des individus, enfin c'est pas des animaux qu'on va trouver par centaines comme la grenouille rousse ou comme le crapaud commun qui vont se reproduire tous dans le même étang, mais par des fois centaines, même par milliers. Ils sont pas très nombreux. Mais ça vient aussi du fait qu'ils voyagent de mare en mare. Voilà. Il ne faut pas avoir que la mare, le petit point d'eau. Il faut penser en termes de métapopulation pour cette espèce. Voilà. Alors, il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sonneur avant de rejoindre en Limousin par le GMHL. La première a été faite en 2005-2006 par mon directeur, M. Julien Juin, qui avait pour mission d'essayer de cartographier un peu la présence du sonneur en Limousin. Il avait fait quelques CNR, capture, marquage, recapture. Et puis en 2011, 2012 et 2014, on a pris des stagiaires qui ont été maltraités, on les a envoyés faire des sonneurs, photographier des ventres de sonneurs et mettre les mains dans des plaques et tout ça. Et pour faire après des calculs, sachant qu'à cette époque-là, les travaux d'Hugo Calula n'étaient pas développés et donc on avait encore que les vieilles méthodes d'estimation. En plus, j'avoue, on n'avait pas des cracks en statistique et en modélisation. Surtout moi. Mais donc on avait fait des estimations par deux techniques, la technique de Louis Seber et la technique de Lincoln Peterson. Alors je vois qu'il y a pas mal d'étudiants ici. Vous avez dû voir ça. En gros, c'est deux méthodes pour essayer d'estimer la taille d'une population. Alors les prérequis ne sont pas tout à fait les mêmes et j'avoue, je n'ai pas regardé ce que c'était, mais en gros, il y en a certains prérequis pour certaines méthodes nécessitent d'avoir des populations fermées. Et le problème dans le cas du sonneur, c'est que si la population n'est pas fermée, donc si on n'a pas l'ensemble de la population qui vient se reproduire dans la mare qu'on a observée, s'il y a des sorties, des entrées, et bien en fait on ne peut pas vraiment utiliser ce modèle-là. Il n'est pas assez robuste, il n'est pas adéquat. Et en fait les deux méthodes qu'on a utilisées là ne sont pas vraiment adéquates pour estimer les populations de sonneurs. C'est pour ça qu'on a des chiffres. Alors, je vous ai mis un tableau à souligner, il est quand même bien visible. Par exemple, ça c'est la synthèse qu'avait faite Manon Deveau pendant son stage. Donc, elle avait suivi plusieurs stations. Donc, le nom des stations est en haut sur la première ligne. Et après, donc, elle est passée 3 fois. Il faut passer au minimum 3 fois pour faire ces études-là. Et donc, elle fait des estimations, vous voyez, alors la plus flagrante, c'est BA, c'est Bénévent l'abbaye, où en suivant le modèle, on a soit 252 individus, soit 513. Donc, c'est pas ultra précis quand même. Mais maintenant, avec la technique développée et le modèle développé par les statisticiens, les biostatisticiens, on espère que dans le futur, on puisse avoir des choses qui sont robustes et beaucoup plus précises. Voilà. Parce que là, on a quand même du sample double et c'est... c'est pas très sérieux. Voilà. Mais il est quand même possible que sur les sites suivis se succèdent plusieurs centaines d'individus. Moi, je pense que c'est tout à fait possible, notamment à la forêt de Rochechouart, où on a une très grosse métapopulation. Alors, si vous voulez voir du sonneur, vous allez vous balader dans la forêt de Rochechouart. Voilà, j'ai lâché le site. C'est super, il y en a partout. Mais il faut y aller quand il a plu, parce que c'est que des plaques. En termes d'altitude, donc je vous disais, quand vous voulez pas au-dessus de 500 mètres. Et donc, principalement, on trouve entre 250 et 400 mètres, mais c'est aussi parce que c'est l'altitude moyenne pour le Limousin en bas du plateau. Voilà. Donc, c'était intéressant de voir un beau graphique pour vous montrer qu'au-dessus de 500 mètres, il n'y a rien. Voilà. Où est-ce qu'il habite? J'arrête pas de vous dire qu'il habite dans des petites marais et dans des ornières. Et en fait, c'est une espèce qu'on peut trouver soit en plaine, en colline, en montagne. Chez nous, on n'a pas vraiment de montagne, mais on appelle ça la montagne Limousin, c'est parce qu'on aime bien. Donc plaine et collines. Et encore chez nous, les collines, il ne faut pas qu'elles soient trop hautes. C'est une espèce qui est très inféodée au milieu forestier quand même. En tout cas en Limousin. Et si vous mettez une carte de répartition du sonneur au niveau français sur une carte de la France forestière, vous allez voir que ça se superpose assez bien. Donc toute la diagonale de la Champagne-Ardenne jusqu'au Limousin, qui est très forestière,
et bien, en fait, vous allez retrouver la même répartition. En même temps, on va trouver, et on a encore des pâtures, même si ce n'est pas toujours des pâtures permanentes, c'est des privées permanentes. On va le trouver dans les pâtures. On va le trouver, on a de la chance parce qu'on est en tête de bassin, donc on va le trouver dans tous les petits fonds humides qui sont un petit peu piétinés par les vaches. Ce que nous on appelle les pieds de vache, c'est des trous créés par les vaches quand elles vont ouiller là, au fond des eaux humides. Donc c'est pas toujours bon pour les ruisseaux, mais par contre, pour le sonneur, c'est pas mal. Les lavoirs, les pêcheries. Ça c'est super aussi. Où il va d'ailleurs retrouver son petit cousin, la lite, le carpois boucheur. Et son milieu originel dans le sud de l'Europe, c'est les vasques des ruisseaux torrentueux. Donc ils peuvent se remplir quand il y a une montée d'eau, tac, ça fait une petite cuvette qui se met dedans. Ce qui est pratique quand on vit dans des milieux temporaires, c'est que les prédateurs, ils sont pas très souvent là. Les libellules, les larves de libellules mangent pas mal de têtards. Les tritons, ils aiment bien aussi quand c'est permanent, mais du coup, il est assez rare, mais ça arrive de trouver des tritons dans les sites à sonneurs. Les tritons mangent l'embryon dans les œufs de sonneurs. Voilà, donc c'est une espèce qui n'aime pas les voisins, elle n'aime pas du tout les larves de salamandre, elle n'aime pas du tout les autres grenouilles, et il n'aime pas du tout que les libellules viennent manger ses têtards, donc il s'est adapté, il vit dans des zones qui sont temporaires. Voilà. Alors ça c'est son habitat aquatique, c'est là où il va se reproduire. Et on pense toujours à l'habitat aquatique, et on oublie très souvent l'habitat terrestre. Mais l'habitat terrestre, ça sert à deux choses. Ça sert à se cacher quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid. Donc quand il fait trop chaud, c'est l'estive. Quand il fait trop froid, c'est l'hivernage. Et puis ça sert aussi à se nourrir. On a vu qu'il mangeait quand même principalement des animaux terrestres. Donc si on ne pense pas à conserver des milieux terrestres autour des habitats aquatiques qui soient adéquats pour la biologie du sonneur, et bien en fait, on peut faire tous les efforts qu'on veut, la population va décliner. Alors c'est une espèce qui est fortement infodocarière aussi. C'est des milieux qui sont remués en permanence, il y a des nouvelles flaques qui se créent, il y a des amas de sable, des amas de roches, ça c'est parfait pour le sonneur. C'est une espèce qui n'aime pas tellement les milieux qui sont fortement végétalisés. Il va supporter un petit peu de végétation, mais quand c'est vraiment très très fermé par la végétation, ça généralement il n'aime pas. Et ce qu'il lui faut, donc je vous disais, c'est la présence de boisement. Et en Limousin, on a encore de la chance, pour combien de temps, ça je sais pas, j'avoue c'est un petit peu déprimant, mais d'avoir du bocage qui entoure ces fameuses prairies humides, et ça c'est parfait, et c'est pour ça que bien qu'on soit en limite sud-ouest de son aire de répartition, on a encore des belles populations de sonneurs en Limousin. Ça vient vraiment du fait qu'on a réussi à préserver ce paysage-là. Quelles sont les menaces? Donc j'ai déjà un petit peu expliqué quelles étaient les menaces. Ah, j'ai oublié de mettre une photo. Je voulais mettre une belle photo en face de la où un matin je pars au travail, au mois d'octobre, où le soir je reviens. Ah, plus de haies, avec un gros tas, et le type en train de faire brûler le tableau voilà. Et on m'a dit qu'il avait passé, je sais pas, le rouleau compresseur pour bien tout araser partout là où il y avait une haie. Les 3 années qui ont suivi, plus un seul sonneur dans la mare qui est au milieu de la pâture. Voilà, ben, là c'est radical. Donc même ceux qui étaient dans mon escalier, où il y en avait un ou deux qui se battaient en duel ou un truc, je ne les ai pas entendus pendant 3 ans. Donc vous arrachez une haie à proximité d'un site à sonneur, en pleine période où ils sont en fait dans la haie, donc vous les supprimez, vous les écrabouillez, vous les embouillez. Donc c'est sûr que ça c'est pas top. Et le problème c'est que ça se multiplie, ce genre de pratique. De faire de la destruction de haies, donc destruction d'habitat terrestre, destruction d'habitat aquatique, et les mares, il peut y avoir les petites mares aussi, les mares, les pêcheries, tout ça, ça disparaît, ça se comble, une mare, ça meurt, comme tout le monde, j'ai envie de dire, ça vit puis ça meurt, ça se comble, si on n'entretient pas, ça disparaît. En France, il y a 90% des... C'est ça, Lucie, 90% des milieux aquatiques, des mares qui ont disparu depuis 1950. C'est assez dramatique pour la faune aquatique. Alors les pollutions, diverses et variées. Alors le sonneur n'est pas un bon indicateur de bonne qualité d'eau. Alors si vous voyez des sonneurs dans une flaque, n'allez pas boire de la flaque. On a vu des sonneurs nager également dans l'eau cropie où il y avait des cadavres de chevreuils qui se décomposaient.
Ils sont très contents, c'est bien chaud, c'est super. Donc c'est pas un bon indicateur. Mais quand même, les pollutions qui peuvent avoir des impacts sur les développements des larves notamment, des œufs, des larves, comme les fameux pesticides qui tuent les plantes, le glyphosate, tout ça, ça a un impact bien sûr sur les amphibiens, d'autant plus qu'ils sont particulièrement sensibles à ça, étant donné que tout passe à travers leur peau qui est comme une éponge. Il y a certaines maladies qui peuvent aussi les toucher. Alors là, je vous ai cité la chytridiomycose qui est provoquée par Batrachochytrium domobatilis. C'était le mot du soir. C'est un champignon un peu dégueu qui se développe sous la peau des amphibiens. Et non seulement il va les raidir, en fait, il va les empêcher d'avoir des mouvements normaux, mais en plus, ça va empêcher les échanges ioniques avec l'extérieur. Donc les amphibiens finalement finissent par mourir de crise cardiaque, quelque chose comme ça. Il n'y a plus de calcium, il n'y a plus de choses qui passent de l'extérieur à l'intérieur de leur corps. Et alors souvent ça se passe au moment de la métamorphose. Et c'est en Italie, je crois, où il y a une population qui a été très fortement impactée par ce champignon-là. Ce champignon-là, il est présent en France. Il y a eu des mortalités d'adultes importantes dans les Pyrénées. C'est une espèce de champignon qui est suivie. On a fait des frottis, notamment sur les grenouilles vertes, parce qu'elles sont porteuses saines de ce champignon, dans le planétarium limousin, il y a quelques années. Quand on trouve des bestioles mortes dans les flaques et qu'elles n'ont pas l'air écrasées, généralement on les met dans un tube et on les envoie. Il y a un laboratoire en France qui fait ces recherches-là, c'est le laboratoire de Savoie, où ils étudient particulièrement les maladies des amphibiens. Si jamais vous voyez des choses très bizarres, il n'y a pas que la chytride, il y a deux choses. Il y a, des fois, vous pouvez trouver ça arrive surtout sur les tritons, mais des fois sur les grenouilles aussi, des espèces comme des cloques, en fait, des choses comme ça, des rougeurs. N'hésitez pas à prendre des photos et à les envoyer. Vous pouvez trouver, le site c'est Alerte Amphibien. Vous tapez Alerte Amphibien sur internet et vous pourrez envoyer vos observations. Ils vous répondront, ils vous diront ah oui, c'est ça comme maladie. Voilà. Le sonneur, il souffre aussi d'un truc qu'il y a peu d'autres amphibiens qui subissent, c'est la terrariophilie. Alors nous on avait été alertés, il fut un temps, par les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS. Il semblerait qu'il y avait quelqu'un qui tournait dans les carrières pour attraper des sonneurs à destination pour les vendre, en fait, pour les terrariophiles. Donc, pour certaines espèces d'amphibiens dans le monde, c'est une catastrophe absolue, hein. C'est quand même le 3e trafic mondial, voilà. C'est quand même extrême. Il y a des espèces entières qui ont disparu à Madagascar, par exemple, certaines grenouilles tomates qui ont disparu à cause de ça. Donc c'est pas anodin. Chez nous, sur le sonneur, c'est pas non plus un truc extrême, mais il faut quand même savoir que ça existe. Et l'autre problème que ça peut induire, c'est qu'en mélangeant toutes ces petites bestioles dans des bocaux, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans avant, et bien on se retrouve avec de la chytridiomycose, par exemple. Donc il faut faire très très attention. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a un autre champignon qui mange les urodèles, donc la famille des salamandres, et qui a été propagé justement à cause de la terrariophilie. Ça a commencé en Hollande, ça a descendu en Belgique. Les Hollandais, ils ont perdu 90% de leur population de salamandres en quelques années sur certaines parties de leur territoire. C'est un champignon qui est extrêmement virulent, et par simple contact, l'individu qui est nouvellement infecté meurt en 8 jours. Et c'est un champignon qui tient à faible température, contrairement à Dendrobatilis. L'autre, c'est salamandre vivorante, qui dévore les salamandres. Donc c'est quand même pas des problèmes anodins. Les Américains sont en train de prendre des mesures hyper drastiques pour arrêter l'import de tritons chinois, parce que ça vient de là. En fait, ils ont découvert que c'était du mélatif. Ils ont même découvert qu'un revendeur avait vendu des tritons infectés. Une publication hollandaise là-dessus qui est hyper intéressante. C'est un travail de détective, c'est super bien. Du coup, voilà, sauf qu'on sait d'où ça vient, mais on ne prend pas de mesures vraiment concrètes pour empêcher ce genre de contamination. Donc ça risque d'être un problème de pire en pire dans le futur. Hein. Voilà, donc vous êtes au courant maintenant, faites attention, ça l'annonce, si vous envoyez des morts qui ont l'air d'avoir explosé, vous les ramassez, vous nous appelez parce qu'il faut une autorisation pour les ramasser. Vous nous appelez, vous prenez des photos et il faut qu'on les envoie pour analyse. Voilà. Je ne sais pas trop ce qu'on pourra faire, j'avoue, mais au moins on saura. Voilà. Et une autre
menace, c'est la compétition interspécifique. À force de ne plus renouveler les mares, en fait, les grenouilles vertes arrivent dans les sites à sonneurs. Les mares ne sont plus, voilà, il n'y a plus assez de mouvement, en fait, de création de nouveaux sites. Et du coup, ça embête les sonneurs et ils finissent par déserter. Voilà. Alors, je vous ai fait un petit topo sur une étude de cas qui a été faite toujours par Hugo Cayula, fameux. Il a travaillé dans la forêt, je crois que ça c'était la forêt de Verdun, où il y a eu 9 ans de suivi par capture, marquage en capture, CMR, qui ont été faits. Et en fait, leur question, parce que c'est l'ONF qui a fait les suivis, c'était de savoir si quel impact la réglementation des chemins forestiers sur les populations de sonneurs locales. Donc, si vous ne le savez pas, quand on fait un débardage en forêt, quand on va faire des interventions forestières pour enlever du bois en forêt, ça crée des ornières, parce que généralement on fait ça quand tout se passe normalement à la mauvaise période, donc en automne-hiver, dès le printemps. Donc ça crée des ornières, les terrains sont mous, et bien la loi dit qu'il faut remettre les chemins en état. Alors pour les amphibiens, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, c'est des milieux pionniers où il y a la grenouille qui vient se reproduire, le sonneur à ventre jaune, parfois même des fois en bordure de milieux forestiers, des crapauds calamites, pourquoi pas, des tritons, parfois des salamandres aussi. Donc si jamais vous empierrez pendant la période de reproduction, vous détruisez les amphibiens. Si vous faites ça hors période de reproduction, quand ils vont sortir de l'hivernage et qu'ils vont chercher leur milieu de reproduction de l'année d'avant, il y avait plein d'ornières, paf, ils se retrouvent, il n'y a plus rien. Donc soit ils attendent, soit ils voyagent. Et le taux du coup de reproduction va en pâtir. Donc, Hugo Cayula a fait plusieurs études sur ce massif forestier-là. Et il en a conclu que l'augmentation de la destruction des ornières, donc l'empierrement des chemins, avait un impact négatif qui était extrêmement fort sur le taux de croissance de la population, en gros sur le maintien de la population. Même si on a un nombre d'ornières global constant, le fait de détruire certaines mares, certaines ornières, a un impact négatif. Du coup, quelle est la solution? C'est une solution de conservation. Il propose d'éviter de remettre en état systématiquement tous les chemins. Il faut peut-être penser aussi d'abord à la conservation de cette espèce qui est très sensible, et peut-être sacrifier certains chemins en laissant des ornières. Ou alors il propose aussi de compenser la destruction des ornières par la création de nouveaux sites, mais à proximité. Et ça, c'est des images qu'on peut voir dans cette publication, qui est disponible en ligne, je crois. Donc ça, c'était une super ornière pendant une période de reproduction. L'hiver qui a suivi, elle a été détruite, et donc ça donne ça. Et donc non seulement ça détruit l'ornière, mais en plus ça tasse le sol autour. Alors si jamais ça reste comme ça fait des ornières à sonneurs le printemps d'après, mais généralement c'est bien raclé et il n'y a plus d'ornières. C'est le but de l'opération, c'est qu'il n'y ait plus d'ornières. Voilà. Alors on a eu un cas, on a travaillé dessus avec Manon, qui va revenir en parler après, dans la forêt des Forts à Chalut-Paja. On nous a prévenu en amont qu'il allait y avoir une réhabilitation de chemin. Et donc, il y a pas mal de sonneurs dans cette forêt. C'est le tableau avec tous les petits patterns de sonneurs que vous voyez, c'était dans ce massif-là. Donc, on est allé voir la mairie de Chalut et on leur a expliqué qu'il y avait du sonneur et que ce serait bien quand même d'essayer de conserver cette espèce. Et donc, il est prévu de conserver l'espèce en faisant des fossés avec des creusements. Les chemins sont stabilisés pour enlever le bois. Mais on va faire des fossés. Il y aura des fossés qui seront créés, qui seront faits avec des petites mains en fait, à l'intérieur. On verra si ça fonctionne, on espère que ça fonctionnera. Et puis on espère qu'il y aura quand même des ornières qui resteront sur des chemins adjacents. Mais généralement, si vous avez des approches au choix, vous allez vite vous rendre compte que les sonneurs, ils sont quand même super regardants sur les flaques. Il faut qu'elles soient assez profondes quand même un petit peu. 2 mm d'eau, ça suffit pas, hein, il faut quand même quelques centimètres. Ça leur garantit une meilleure durée quand même pour la métamorphose des têtards et qu'elle soit bien ensoleillée. Parce que plus elle est chaude et plus les têtards vont se développer vite. Et eux, ce qu'ils préfèrent, c'est les mares en pleine lumière, bien chaudes et quand même un peu profondes, les ornières. Voilà. Donc toutes les ornières ne répondent pas à ces critères-là.
Ce qui fait que, du coup, c'est pour ça que la destruction de certaines ornières est plus dramatique que la destruction d'autres ornières. Voilà. Donc, globalement, et ça c'est bon pour le sonneur, mais c'est bon aussi pour toutes les espèces d'amphibiens, il faut conserver l'habitat terrestre et l'habitat aquatique. C'est une espèce amphibien, c'est qu'il y a deux vies, qu'il y a une vie terrestre et une vie aquatique. Il faut penser à ces deux modalités-là. Alors on travaille avec les carriers, parce que dans les carrières, il y a très souvent des sonneurs. Alors nous en France, mais aussi les Suisses ont fait un très très beau travail sur la conservation du sonneur dans les carrières. Il y a moyen de conserver le sonneur tout en conservant une activité dans la carrière. Il y a souvent des zones dans les carrières qui ne sont pas utilisées, où il n'y a pas d'exploitation qui est faite, où des fois ils font juste un dépôt, où ils gardent un peu les machines. Ces zones-là, si on va discuter avec les carriers, ils sont de plus en plus ouverts à la discussion. Franchement, c'est vraiment intéressant. On peut des fois négocier qu'ils fassent un petit bourrelet de cailloux, parce que derrière il y a une mare, et que l'année d'après, ce soit à un autre endroit. On garde comme ça l'effet très pionnier, une mare qui est ouverte, puis qui est refermée. Ça, les sonneurs, ça leur plaît, si elles sont en proximité. C'est pour ça qu'ils sont dans les carrières, c'est parce que c'est des milieux qui sont en évolution permanente. Et ça se fait. Et puis après, il faut penser aussi à l'après-carrière. Là, on a des carrières qui arrivent en fin de période d'exploitation. Quand la période d'exploitation sera finie, ça sera plus un milieu en évolution. Les mares vont se fermer. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors des fois, on peut demander au conservateur d'espaces naturels, par exemple, si ça les intéresse, de faire la gestion de ces milieux-là. On travaille aussi avec les forestiers, donc je vous ai dit que les sonneurs c'était une espèce qui était très inféodée au milieu forestier, et du coup, on travaille avec les forestiers. Et l'animateur du plan national d'action en faveur du sonneur, c'est l'ONF. Ça vous montre quand même qu'il y a une certaine implication du monde forestier dans la conservation de ce parcours. Alors là, c'est pareil, alors c'est un petit peu plus compliqué, je dirais, de proposer des choses, parce qu'en Limousin, en plus, on a peu d'ONF, on a beaucoup de propriétaires privés. Alors on peut travailler avec le CRTF, par contre, il n'y a pas de souci, mais c'est plus difficile que dans certaines régions où on a l'ONF qui est très présent. Là, c'est plus du coup partout, c'est pas toujours évident, mais ça se fait. Et donc, pour conserver les sonneurs sur les chemins forestiers, on fait comme a proposé Hugo dans sa publication. On peut aussi choisir de faire fermer des portions de route pendant certains temps, si jamais il y a des moyens de les contourner, pour préserver en fait, les sonneurs sur une portion de route et changer ces trucs-là. Mais il ne faut pas bloquer complètement les sites où il y a des sonneurs. Parce que si jamais il n'y a pas de brassage pendant l'hiver, par exemple, de ces trucs-là, si jamais ils ne sont pas réouverts régulièrement, en fait, la population, au bout d'un moment, elle disparaît quand même. C'est une espèce qui a besoin de sites sur leur mouvement. Voilà. On travaille aussi avec les agriculteurs, puisque ici, donc, on a encore du bocage, de l'élevage, et du coup, on peut travailler avec eux pour leur expliquer quelles sont les bonnes pratiques. Alors, pour limiter, le mieux, c'est carrément de supprimer les pesticides, conserver les petites marques, conserver les abreuvoirs, ce genre de choses. Il y a tout un tas de petites pratiques qu'on peut mettre en place. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à toucher les gens, en fait, c'est peut-être le plus difficile à faire. Voilà. Et puis de les persuader que ça ne va pas leur coûter beaucoup plus cher, peut-être même des fois ça va coûter un peu moins cher. Il y a toujours cette histoire aussi là. Et après, il y a les sports de nature. Alors, c'est une espèce Natura 2000. Des fois, on la trouve dans des sites Natura 2000. Il faut des autorisations pour faire certaines activités. C'est quand même Natura 2000, c'est quand même pas hyper contraignant, mais quand même là-dessus, il faut faire attention. Et en fait, ce qui est possible de faire, c'est de travailler avec les sports dits de nature. Les gars qui font du quad, de la moto en nature, des choses comme ça, sur les circuits, quand ils ont des circuits. Peut-être négocier avec eux, qu'ils le fassent plutôt dans la période hors de période de reproduction du sonneur pour ne pas écraser les œufs. Ça nous fait des ornières, c'est parfait. Et après, pendant la période de reproduction, ils y passent plus. Donc si c'est possible d'arriver à négocier ce genre de choses, en fait on peut faire ça. On peut faire cohabiter les activités humaines et le sonneur à ventre jaune. C'est possible. Et c'est même nécessaire dans certains cas, puisqu'il a besoin de ça. Il a besoin de creusement. On ne laisse plus la nature les rivières faire ce qu'elles veulent, il faut qu'on pense par d'autres choses. Donc,
Ça, c'était des choses un petit peu pratico-pratiques, mais en gros, il faut quand même conserver les zones humides. Si on ne conserve pas la base des zones humides, si on n'arrête pas de drainer, si on n'arrête pas de couper ça ne va pas le faire. On peut aussi creuser carrément un des petits parcs. Alors ici, ce que vous voyez, c'est un site qui est géré par l'ONF, Tardéchère, et tous les ans, tous les 2 ans, ils y vont, ils débroussaillent autour des mares pour qu'elles soient toujours bien en lumière. C'est un site où les mares ont été creusées spécialement pour le sauneur. Et ça marche bien. Voilà, ça marche très bien. Mais il faut les entretenir. Alors elles s'assèchent, quand il fait sec, c'est pas grave, c'est normal. Et quand il y a de la pluie, il y a des sauneurs. Voilà. Au GMHL, on travaille sur le plan d'action régional en faveur du sauneur à ventre jaune, qui a débuté en 2011, qui s'est terminé en 2015, mais qui continue en fait, on continue les actions. Là on arrive enfin, ça va bientôt être le bilan, on a un peu de retard au niveau national. Et le prochain plan devrait apparaître, j'espère bientôt, et il sera normalement pour une durée de 10 ans. Et donc un plan d'action, c'est divisé en 3 parties, connaître, protéger et faire connaître en gros. Un peu comme ce qu'on fait au GMHL. Donc il y a une partie d'inventaire, d'études de population génétique, des choses comme ça. Il y a une partie de participer à des politiques publiques pour les sensibiliser, travailler avec les agriculteurs, les forestiers, ce genre de choses, leur donner les bonnes pratiques. Et une partie de communication, faire des plaquettes, communiquer, faire des petits films, des choses comme ça. Voilà. Donc on fait ça depuis des années et on continue, et ça va continuer, sauf que là ce sera au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc on travaille avec les associations sœurs de nos anciennes régions avec lesquelles on a fusionné. Donc Système Nature, FNE, France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine, donc il y a des antennes dans chaque département du Poitou-Charentes. Voilà. Et on travaille également avec le PNR Périgord-Limousin, qui travaille sur le sauneur, notamment dans l'enceinte du parc. Alors il n'y a pas de sauneur dans le PNR de 2000 vaches, pourquoi? Voilà. Donc c'est une espèce, et ça je ne l'ai même pas dit, c'est une espèce qui est intégralement protégée par la loi. Elle fait partie de l'article 2 de l'arrêté ministériel qui protège les amphibiens et reptiles en France métropolitaine de 2007, l'arrêté de 2007. Donc on n'a pas le droit de détruire, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de détruire le sauneur, c'est contre, on n'a pas le droit de le perturber, on n'a pas le droit de le mutiler, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit avec ses pontes, ses machins. Et on n'a surtout pas le droit de détruire son habitat. N'est-ce pas, Olivier? Je ne me trompe pas, c'est ça. Du coup, alors oui, il y a le nouveau, j'en profite parce que je parle de cet arrêté-là. Il y a le nouvel arrêté qui est en relecture en ce moment. Et je vous invite à écrire ce que vous souhaitez dire là-dessus. Voilà, il y a des choses encore à revoir, moi je pense, notamment sur les vipères. Mais pour cet arrêté-là, il y a à revoir. Et je pense que ce serait quand même logique de protéger les habitats de tous les amphibiens, parce qu'ils sont tous en déclin. Les amphibiens, c'est 30% des espèces qui sont menacées d'extinction, d'après l'IUCN, dans un plus ou moins court laps de temps. Probablement, notre vie humaine, on verra peut-être ça. Donc, si on ne protège pas maintenant toutes les espèces du mieux qu'on peut, c'est sûr qu'on ne va pas les aider. Mais ça n'existe pas. Mais donc, il y a l'appel, comment ça s'appelle, consultation publique pour ce truc-là qui est en cours. Allez les voir et vous allez voir les premiers commentaires des gens, puis ça peut vous inspirer. Voilà. Le sauneur à ventre jaune, même, donc je vous ai dit, même si on est en bordure sud-ouest de son aire de répartition, c'est quand même une espèce qui est bien présente en Limousin. Et je vous ai parlé du petit papy qu'on avait rencontré à Saint-Cyr en 2015. Et on cherchait ces sauneurs qui avaient été vus dans les années 50 et on ne les trouvait pas. Et quand on a dit au petit papy, bonjour monsieur, on cherche un petit crapaud, on cherche un crapaud, on lui a dit un crapaud. Et il a dit, ah oui, le simou. Et il n'a pas pensé au crapaud commun. Le premier crapaud qu'il a pensé, c'est simou. Parce qu'en fait, peut-être que les gens le voyaient plus devant leur porte que le crapaud commun. Pourtant, le crapaud commun vient quand même dans les jardins. Mais ça montre quand même que le sauneur à ventre jaune, c'est une espèce qui est bien implantée dans l'imaginaire et dans la culture locale. Surtout dans le PNR Périgord-Limousin. Et nous, on a décidé au GMHL d'en faire un peu un emblème. Et puis, il
y a eu du coup il y a le PNA qui s'est mis en place et on a eu l'occasion de pouvoir communiquer sur lui. On trouve que c'est vraiment une espèce déjà qui est facile à voir, qui a un abord plutôt sympathique, c'est une espèce un peu de parapluie. Via le sonneur, on peut toucher d'autres amphibiens, des milieux assez divers, le bocage, la forêt, ce genre de choses. Et du coup, il y a des films qui ont été faits. Alors je vais essayer de voir si ça fonctionne. Donc ça, c'est un petit film qu'on a fait cette année, à destination des scolaires. Alors que la neige recouvre le sol et le ciel est gris, le soldat hiberne. Caché dans les interstices d'argile ou sous terre, il attend, endormi, que les températures se fassent plus clémentes. À l'arrivée du printemps, alors que le temps se réchauffe, le soldat trouve un peu. C'est le mois d'avril, le soleil brille, il est temps pour lui de sortir de sa cachette. Son premier réflexe est alors de chercher à l'entendre. Les petites marques et les zones humides pâturées sont idéales, mais il n'est pas trop difficile. Une simple lumière peu profonde en bordure de boisement peut lui suffire. C'est dans un état de poussière. Les balles changent d'ampleur pour attirer les fenêtres. Pour rattrapement, le mâle saisit la fenêtre par le bas. Il nage alors dans le bord de la pierre pour trouver un petit brin d'air pour empêcher la reçue. L'eau de la pierre se réchauffe. Les larves se développent, passant de l'état de petite boule bien ronde à celui de l'état très transformé. À l'éclosion, les jeunes éclats sont plus branches et sont ainsi adaptés à la vie aquatique. Petit à petit, leur apparence évolue. Ils grossissent, deviennent de plus en plus gris et leur branchie est dégueulasse. Inspiration ventrale, un petit cheveu blanc apparaît sous leur menton. Les pattes postérieures, quant à elles, poussent, suivies de peu par les pattes antérieures, tandis que la queue raccourcit. C'est la métamorphose. À ce stade, le départ gagne de plus en plus souvent la surface pour respirer. Sa queue perdue et ses poumons tout neufs lui autorisent désormais un micro-geste. Le minuscule sonneur se dirige alors vers le boisement le plus proche et part à la bouche. C'est une nouvelle vie qui commence. Tout au long de l'été et jusqu'à l'automne, les adultes et les jeunes sonneurs se nourrissent de petites mouches, de moucherons, de guillons. En bref, de ce qui bouge assez pour les attirer, et qui les rentrent dans la bouche. Peu à peu, le temps se rafraîchit. Il est temps pour la sonneur de revenir à l'abri de terre et de pierre pour passer l'hiver. Ainsi, le cycle pourra recommencer au printemps prochain. Ça, c'est un film qui a été fait à destination des scolaires et qui sera normalement publié avec un autre film qui s'appelle L'Hippopotame des ornières, qui a été fait par Sistu Nature, qui est un film qui est vraiment très chouette, qui dure une trentaine de minutes, que je vous encourage à voir, qui est disponible gratuitement sur YouTube. Vous tapez Hippopotame des ornières et vous trouvez. Et vous allez voir, c'est super chouette. Et il y a des images qui ont été faites en 2020, parce qu'ils avaient pas ces images chez eux en l'époque. Hein? Ah, déjà. Et alors, pour vous illustrer que le sonneur à ventre jaune, c'est vraiment une bestiole qui est dans l'imaginaire et dans l'imagerie limousine, je vous passe un petit chant qui est chanté par Jean-François Vignot. Il n'est pas là, ce soir, Jean-François. Non. En occitan.
Alors sans savoir, Jean-François, il sait super bien ce bar. Sur ce thème, et du coup toujours avec Jean-François, Manon, si tu veux venir, il y a un film qui a été fait, qui s'appelle L'Ossimu, j'avais pas le titre au moment où j'ai fait le PowerPoint, donc c'est L'Ossimu, qui a été fait par le PNR. Je vais laisser Manon Despo du PNR Périgord-les-Moulins vous en parler. Bonsoir, je vais voir si vous m'entendez bien. Alors, je n'ai pas prévu de PowerPoint, je vais faire très rapide. C'est juste pour présenter un petit peu donc, le film. Donc, je remercie Gaël quand même, qui a eu la gentillesse de me proposer d'intervenir. Donc, je me présente rapidement, Manon Despo. Donc, je travaille au PNR Périgord-les-Moulins et je travaille notamment sur le sonar à ventre jaune également. On mène un petit plan d'action sur le territoire du parc, le Palais-Pont. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le parc, il est à cheval entre la Dordogne et la Haute-Vienne, donc Nord Dordogne, Sud Haute-Vienne, voilà. Et donc, on est amené très régulièrement à travailler avec le GMHF, avec qui on est partenaire, sur plusieurs projets, notamment sur le chemin à ventre jaune. Voilà, donc dans le cadre de ce programme, donc on mène très classiquement un volet connaissance, un volet gestion et un volet sensibilisation. Pour le volet sensibilisation, on a coproduit avec FIFO Distribution cette année un film sur le sonar à ventre jaune et on a voulu un petit peu accentuer le côté justement culturel, savoir un petit peu son histoire culturelle. Donc on l'a appelé L'Ossimu parce que voilà, il était relativement bien connu des anciens et il est peut-être un peu moins maintenant avec les jeunes générations. Donc c'est un petit peu l'objectif, c'est de le faire découvrir ou redécouvrir en tout cas au grand public. Et puis de façon aussi à montrer un petit peu l'implication du parc dans la préservation de cette espèce qui est menacée, évidemment. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir le voir. Alors c'est un petit film qui dure 6 minutes, hein, c'est assez court. Il a été présenté au Festival international du film très récemment à Mini-Goutte, c'était fin octobre, je crois c'est ça. Ouais. Et voilà, donc il a été sélectionné dans une catégorie court-métrage. Bon, il n'a pas été lauréat, mais c'est pas grave. Au moins il a été vu pour la première fois par au moins 1000 personnes, parce que c'est déjà pas mal. Donc on est très fiers et voilà, vous allez voir en exclusivité, parce que c'est la première fois qu'on le diffuse sur le territoire. Donc voilà. Parce que c'est vrai qu'à Patoger, le long de ces rivières, tout qui rigaille dans ces bouillères, ces marécages et tout, eh bien, c'est bien souvent que si vous n'y prenez pas garde, vous rentrez à la maison avec des trempes et des chaussettes mouillées. L'avantage, c'est que dans ce genre de lieu, surtout quand vous avez toujours des trous faits par les pieds des vaches, et là, c'est marrant parce qu'on peut aller à la rencontre d'un petit résident au Périgord-les-Moulins. Vous voyez pas bien, mais c'est un coup, il y a du pays qui est bien mignon, qui est mignon, sympathique, charmant. Puis alors, il a des habitudes assez originales, faut bien voir. C'est inquiet. Et bien, vous voyez, c'est ça ici qu'on appelle le cigou. Une paupière au-dessus, un ventre jaune en dessous. Deux gros yeux globuleux, et alors à l'intérieur, une jolie pupille en forme de cœur.
ici, avouons-le, nos vieux l'envoyaient beaucoup plus. Son statut précaire lui vaut aujourd'hui d'être sous l'œil attentif des naturalistes. Maintenant, il sillonne le territoire de long en large pour prospecter les moindres tours d'eau, sur les chemins forestiers, les autres chantiers, et bien sûr les prairies pâturées. Autant d'habitats fréquentés par les hommes qui souvent côtoient mutissimos sans même s'en apercevoir. Dès que l'occasion se présente, Manon emmène le brouillard, et puis aussi les adultes, à la rencontre de ce voisin médical. Alors ça, c'est la position typique du sonneur. Il fait la planche. Oui, c'est planqué. La particularité du sonneur, c'est son ventre. Il va bien regarder les couleurs qui sont pas bonnes à manger, souvent comme ça. Est-ce que tu vois les toutes petites pupilles? Mais oui, c'est pour pouvoir accrocher la femelle. Et puis on voit très bien les pétards qui sont autour de lui. Et vous voyez, pour nous qui avons la chance d'entendre le dialogue entre ces deux petits mots, mais c'était chose commune pour les gens ici autrefois. Et aussi, on avait l'habitude ici qu'ils arrivaient à parler, les petits mots, on imaginait qu'ils s'interrogeaient comme ça de l'un à l'autre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y en a qui demandent à son copain s'il a du tabac. Ah, tu veux tabac? Et ça finit toujours sur la même petite note mélodique. Manu, qui est éleveur d'Omega, de brebis et de vaches municipales, il a accepté de mettre en protection une période de l'année l'urie, la pêcherie dans laquelle il boit ses brebis. Il y a 2 ans, il a appris que le sonneur fréquentait ces prairies. Ça me rend trop jaune, on n'avait jamais parlé avant, ça fait 6 ans que je suis dans la région, je ne savais pas. Donc, il est important aussi d'avoir des organismes qui nous suivent, qui nous conseillent, voilà, il ne faut pas les voir comme les empêcheurs cultivants. Hein. Et on est dans un contexte, enfin, il faut réagir, quoi, en termes de biodiversité. Moi, je veux qu'il faut précocement les prairies, de la cibler et tout. Je laisse les bien constitués, que tout arraché. Voilà, j'essaie d'agir à mon niveau. Alors, au grand pour voilà, maintenant les petits, vous allez me faire un plaisir.